Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence métier du CFA-IGS filière Banque Assurance Conseil. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Camille Séguin-Hernandez. Bonsoir Camille. Bonsoir. Je regarde en bas parce que vous êtes en bas. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de nos étudiants pour intervenir avec eux sur cette conférence. Alors, je sais que vous avez un emploi du temps chargé, puisque vous occupez maintenant une fonction importante au sein d'une grande compagnie d'assurance. Volontairement, je ne vais pas vous présenter puisque vous avez un parcours très riche qui, je crois, va faire l'objet justement de la conférence. Donc, je vais immédiatement passer la parole à nos deux animateurs, Kenny et Farah, enfin, essentiellement Kenny, qui va prendre la main sur cette conférence. Je me cache pour leur laisser la vedette et je vous retrouve tout à l'heure. Je vous souhaite une excellente conférence. À tout de suite. Donc, bonjour Camille, bonjour à tous et bienvenue à notre conférence sur le thème conseiller professionnel, un métier d'avenir. On a la chance aujourd'hui d'avoir comme invité Camille Séguin-Hernandez qui va nous parler un petit peu plus de son parcours professionnel et également de son poste actuel. Ça va pouvoir nous donner des idées, d'objectifs peut-être à atteindre pour notre carrière personnelle. Donc, je vais laisser la parole à Kenny pour la majeure partie de la conférence. On interviendra peut-être avec mes collègues si jamais vous nous donnez de quoi rebondir à certains éléments. Et je vais laisser du coup tout le monde se présenter. Donc, pour le coup, peut-être Maureen. Bonjour à tous, du coup moi c'est Maureen, c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est communication et échange du coup avec l'école par rapport à la mise en place de la conférence. Voilà, donc du coup on va laisser la parole à Soukaina. Alors bonjour à tous, bonjour Camille, merci encore d'assister à notre conférence métier. Alors moi du coup je suis Soukaina Jaber. J'ai pu m'occuper de l'aspect communication et administratif avec Maureen et Rachel. Et donc, du coup, on va laisser la parole à Rachel. Oui, bonjour. Enchantée et merci d'avoir accepté de participer à la conférence. Moi, c'est Rachel, je travaille pour le LCL. Et pour cette conférence, je me suis chargée de principalement tout ce qui était administratif. Voilà, donc pour ma part, je m'occupe un peu plus de la partie organisation de la conférence et je vais laisser du coup la parole à Kenny pour se présenter et lancer du coup les premières questions. Bonjour Camille et bonjour à tous. Merci pour votre présence également. Et moi, je me présente Kenny Purès, je suis chez LCL en tant que conseiller pro en alternance et je vais me charger de faire l'animation du coup de cette conférence avec vous. Il y a beaucoup de LCL, je ne vais pas pouvoir dire beaucoup de secrets alors. Dans les alternants. Pour le coup, on est une classe à majeure partie LCL, mais on a quand même des élèves d'autres établissements bancaires, donc il ne faut pas hésiter. Ça marche. Alors, si c'est bon pour vous, je vais tout de suite commencer du coup cette conférence. Donc, je vais, comme Farah l'a rappelé, donc ça reprend votre parcours qui est quand même très riche et qui peut nous ouvrir pas mal nous donner pas mal de réponses à nos questions. Donc, je vais reprendre du début. On va pas recommencer tout à la base, mais donc vous aviez commencé par un master pro en alternance. Je voudrais savoir du coup comment vous aviez vécu cette période au niveau de l'école ou que ce soit en agence également. Comment ça s'est passé? Ça marche. Juste avant de répondre, simplement, le but c'est que ce soit interactif. N'hésitez pas à centraliser les questions. La langue de bois, très peu si on peut éviter d'en faire. Bien évidemment, il y a des choses que je pourrais peut-être pas vous les dire, mais clairement, en général, j'ai tendance à quand même être assez transparent avec vous. Après, prenez un peu de recul par rapport à ce que je vous dis et par rapport à ce que vous allez vivre demain dans le monde de l'entreprise, en vous disant que tout ce que je vous donne n'est pas forcément argent comptant, parce qu'il y a des choses, des opportunités, on rencontre des gens, etc. Et donc, du coup, prenez un peu de recul et je sais que ce n'est pas forcément évident. En tout cas, n'hésitez pas à me couper et à interagir. Et donc, en effet, Kenny, je te confirme. Donc, moi, comme vous, j'ai eu la chance de découvrir le milieu bancaire via le parcours de l'alternance. Alors, malheureusement, pas à l'IGS. Mais pour autant, j'ai pu faire de l'alternance en fait après mes études. Alors pourquoi après mes études? Parce que moi, j'ai fait un bac+5 dans une école de commerce à l'INT Management qui est située à Évry,
qui était une école très axée sur les systèmes d'information, donc tout ce qui est le SI que vous utilisez au quotidien dans votre travail. Et en fait, après cette expérience d'entreprise, enfin d'école et d'entreprise, puisque ma première expérience était chez IBM GBS, où je bossais déjà chez Natixis pour le client final, ben, en fait, ça m'a pas du tout plu. Le milieu informaticien où finalement tout le monde fait un petit bout du programme, personne ne comprend pas grand-chose et finalement on n'a pas la relation client final. Et donc, du coup, à la suite de ces études-là, je me suis dit, bah, tiens, je vais aller en banque parce que la banque me plaisait beaucoup. J'avais eu la chance d'être, alors à l'époque, ça s'appelait étudiant à temps partiel chez LCL, où pendant tout mon cursus de licence, je travaillais 2 jours chez LCL, le mercredi et le samedi. Et donc, je me suis dit, bah, naturellement, je vais retourner chez LCL. Ça me plaisait bien ce que je faisais. Et puis, à l'époque, j'ai eu la chance d'intégrer, du coup, un parcours d'alternance sur un an. Donc, la période, comment je l'ai vécue, bah, très bien. Et je pense comme vous, aujourd'hui, en tant qu'alternant, enfin, je le souhaite pour vous. C'est vrai que des fois, on peut avoir un peu de déconvenu quand on est alternant, avec les problématiques d'effectifs et de postes. Et c'est pour ça que là aussi, il faut serrer les dents et serrer les poings et continuer d'avancer. Et je suis persuadé que plein d'entre vous l'ont fait. En tout cas, pour ma part, ça a été très bien vécu. Je suis arrivé donc dans la direction de groupe d'agence de Créteil, dans le 94. J'ai rencontré ma directrice de groupe d'agence, donc qui était ma tutrice. Cette tutrice, très rapidement, m'a reçu. On avait fixé le cap à donner à cette alternance qui durait un an, avec un rythme de 3 semaines, une semaine. 3 semaines terrain, une semaine école. Et globalement, elle a tenu tous ses engagements. On s'était mis d'accord également sur toutes les fonctions un peu administratives type accueil, parce que, alors pour le coup, j'avais un peu de chance, je savais qu'il y avait beaucoup de trous déjà dans les agences quand j'étais étudiant à temps partiel. Et dès mon premier rendez-vous, je lui avais bien dit, bah, je suis là pour être conseiller pro et pas pour être à l'accueil, mais pour autant, quand il y aura des besoins, vous pourrez compter sur moi. Mais n'oublions pas l'objectif final. Et donc, du coup, bah, l'expérience s'est bien passée. J'ai été intégré assez facilement dans une équipe. L'équipe, j'ai eu de la chance, c'était une belle agence, donc il y avait dehors 7-8 collaborateurs. Et donc, bah, au début, allez, j'ai fait 2 semaines d'accueil, ensuite à peu près 3 mois de conseiller part et conseiller privé, où je tournais en binôme avec la prise en main de quelques rendez-vous. Et puis après, j'ai eu la chance de m'attaquer au marché des professionnels directement. Voilà. Mais en tout cas, c'est une belle expérience. D'accord. Donc, je vais passer du coup à la transition ensuite, suite à votre master. Donc, vous avez intégré le LCL directement par la suite. Comment s'est passée la transition entre l'alternance et la prise de poste effective? Eh ben, elle n'était pas si facile que ça. Et ça, vous allez le voir, parce que là, je suis persuadé qu'il y en a plein qui vont être recrutés dans leur entreprise. Vous allez voir que c'est pas si facile que ça, parce que là, vous faites des tâches, vous ne les terminez pas. Vous ouvrez des dossiers, vous ne les clôturez pas. Vous avez l'impression de toucher à tout. Je pense que certains, en fonction de leur degré d'alternance, ont déjà l'impression d'avoir fait le tour, ce qui est complètement faux. Donc, vous vous trompez d'ores et déjà. Mais en fait, on a l'impression quand on est alternant, moi je me souviens au bout de 7 mois d'alternance, je me disais, mais allez, allez, passez-moi un portefeuille, il faut que j'y aille, il faut que je rentre dans l'action, j'en ai marre, voilà, j'ai besoin d'avancer. Et donc après, quand vous êtes nommé et titularisé, là, vous commencez quand même une nouvelle partie. Puisque finalement, bah, en alternance, vous êtes quand même assez bien accompagné, que ce soit par le professorat ou par les échanges que vous pouvez avoir à l'équipe en termes de binôme. Mais une fois que vous prenez votre poste de conseiller professionnel, moi c'était mon cas, je suis arrivé, j'étais conseiller professionnel avec un collègue binôme conseiller professionnel des professions libérales qui était démissionnaire, un directeur d'agence qui n'avait jamais vu un conseiller pro, un directeur de groupe d'agence qui n'avait jamais vu un conseiller pro. Et donc là, on se retrouve un peu seul. Mais en tout cas, la transition se fait bien à partir du moment où on travaille et qu'on a réussi à se faire un contact et un réseau avec des collègues, notamment les conseillers pro, qu'on puisse appeler et être aidé en fait au quotidien. D'accord. Alors, cette partie, elle est importante pour nous puisque je le souhaite à tout le monde et normalement l'année prochaine, ce sera le cas pour tout le monde. Donc, je voulais savoir, est-ce que vous aviez des conseils à nous donner pour une bonne prise de poste suite à l'alternance? Bah, au niveau des conseils, en fait, je pense que c'est vraiment, enfin, moi, c'est le travail qui m'a sauvé. Parce que pour revenir sur mon expérience, moi, donc mon collègue était démissionnaire, donc au bout de 3 mois, donc j'avais un portefeuille de 250-300 clients, plutôt axé artisans, commerçants, petites entreprises. Et au bout de 3 mois, j'ai récupéré son portefeuille de profession libérale, de 200 professions libérales, et je vous rappelle que j'étais seul. Donc du coup, moi, ce qui m'a sauvé, en fait, mais c'est une valeur que je prône encore aujourd'hui et que j'ai toujours prôné, c'est simplement la valeur travail. Ça veut dire qu'à un moment donné,
bah voilà, vous êtes dans le dur et vous n'avez qu'une solution, hein. Vous voulez y arriver, il faut travailler. Là, aujourd'hui, vous voulez votre master, il faut travailler. Dans le monde de l'entreprise, c'est exactement pareil et vous ferez demain la différence. Désolé, je prends peut-être un peu d'avance sur ce que vous vouliez me poser comme question, mais moi, aujourd'hui, la différence, ça s'est toujours faite, pas par mes capacités intellectuelles, parce que globalement, je suis assez moyen, mais parce qu'en fait, je travaille juste un peu plus que les autres. Et donc, du coup, au début, vous allez voir, vous allez être bousculé. N'hésitez pas à consacrer du temps à l'entreprise. Les heures supplémentaires ne sont pas payées. Voilà, je vous le dis déjà, je fais économiser un peu de charge à LCL. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de travailler beaucoup, de savoir bien s'entourer également avec l'agence, l'équipe, parce que l'équipe est ô combien importante, parce que là, on parle du marché des professionnels, mais en général, vous avez tous la gestion de la double relation. Alors, vous allez tous dire que vous allez la faire, mais en fait, la première et la deuxième année, vous allez tellement être dans le jus que vous n'allez rien faire du tout en double relation. Et donc, c'est ça où il va falloir trouver rapidement des bonnes synergies avec vos homologues conseillers particuliers, conseillers privés. Et puis après, vous êtes conseiller professionnel, donc il vous faut un allié dans l'agence, mais ça, c'est plus pour le business. C'est vos conseillers d'accueil quand vous avez la chance d'en avoir, parce que c'est eux qui sont en contact des pros et c'est eux qui vous donneront les informations sur le quartier ou la satisfaction de vos clients de manière générale avec les projets, les travaux et autres. Les accueils sont indispensables aujourd'hui sur le marché des professionnels. Mais en tout cas, voilà, le travail, c'est tout. Très bien. Alors, par la suite, vous avez évolué en poste. Je voulais savoir comment cette opportunité est venue à vous pour l'évolution. Bah, du coup, vous m'avez dit que c'était par le travail, donc ça, vous y avez partiellement répondu déjà. Mais du coup, on vous a proposé au bout de combien de temps cette... Cette promotion. Donc, du coup, j'ai intégré LCL. Donc, mon alternance, 1 an, 2010. 2011, au 1er janvier, je rentre chez LCL. Au bout de 2 ans, comme tout jeune que j'étais, que vous êtes, attends, je commence vraiment à vieillir. J'ai 37 ans pour information aussi. Pour que vous sachiez à peu près vous calibrer. Et D'accord. sachant que j'ai commencé, alors pour le coup, j'ai pris mon temps un peu dans les études. Donc, j'ai commencé à bosser, je crois que c'était à 27 ans. J'avais 26 ans en 2010 quand j'ai commencé à travailler, vraiment. Donc, donc, vous voyez, je travaille que depuis 11 ans, en fait. Je suis presque un alternant. Et donc, du coup, en fait, après 2 ans après, donc, du coup, mon alternance, 1 an. Ensuite, 2 ans, donc, conseiller professionnel. Donc, j'étais sur l'agence de Charenton-le-Pont. Je ne voulais pas préciser, mais ceux qui sont dans le 94 ou proche Paris reconnaîtront. Après 2 ans, en fait, je prenais toujours du plaisir. Mon métier était de plus en plus facile. Je travaillais moins, clairement. Enfin, je travaillais moins. Je travaillais toujours, mais je travaillais quand même moins. J'étais moins dans le dur. J'avais une aisance. Et en fait, je m'étais toujours dit, je ne ferais pas ma carrière dans un même groupe. Et donc, j'avais commencé à sonder un peu les autres marchés, les autres secteurs. Et un de mes anciens professeurs, que tu connais, Camille, m'avait sollicité à l'époque pour intégrer une autre banque. Il m'avait dit, bah, tiens, j'ai cette opportunité. Donc, moi, j'étais très heureux. Donc, j'avais dit, bah, ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais je vais quand même en toucher un mot à ma directrice de groupe d'agence. Et donc, au bout de 2 ans, j'avais été reçu par la RH et la directrice de groupe d'agence. Ils ont cru que c'était un départ, qui ne l'était pas, hein. C'était juste un conseil que je demandais. Mais j'étais peut-être un peu plus naïf à l'époque. Et du coup, j'ai été reçu par la directrice de groupe d'agence, le directeur régional, et ils ont pris le parti le directeur régional, en fait, m'a dit, bah, écoutez, Camille, vous faites du bon boulot, continuez encore une année, et puis après votre troisième année, moi, je m'engage à ce que je vous offre, je vous donnerai un joyau, une belle pépite en termes d'agence. Donc l'année se passe, l'année se passe, l'année se passe. Courant octobre, je suis contacté. En fait, c'est moi qui lance un peu plus les hostilités parce qu'en fait, j'apprends qu'un directeur d'agence démissionne sur l'agence du Mine de Rungis. Donc quand vous êtes conseiller professionnel, autant vous dire que quand il me parlait d'une belle pépite, moi je voyais que celle-ci. Et donc, du coup, je les ai sollicités en disant bah, attention, l'agence du Mine de Rungis, j'aimerais me positionner. Alors, on s'était tous un peu battus au niveau des conseillers pro qui voulaient évoluer pour la prendre. Et puis, bah, j'ai eu la chance d'être l'élu. Donc, du coup, j'ai été nommé sur le Mine de Rungis au bout de 3 ans de poste. Très bien. Alors, vous étiez quand même assez jeune au moment de cette prise de poste. Enfin, après, c'est 29 ça ans. dépend du point de vue, mais d'accord. Et est-ce que vous aviez rencontré des difficultés pour manager une équipe au début, ou est-ce que ça s'est directement bien passé? Ouais, alors ça, vous le verrez, c'est pas évident le management, hein. Puis c'est pas aussi simple que de monter un crédit. Un crédit, vous allez prendre le compte de résultat, résultat d'exploitation, calculer une CAF, tout va être assez simple finalement. Vous connaissez les règles, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Bon, bah là, le management, ça va être quelque chose de différent. Donc j'ai intégré l'agence de Rungis, donc j'avais la gestion, c'était une petite agence, hein. C'était une belle agence, mais une petite agence puisque j'avais un conseiller part, un conseiller d'accueil, un conseiller pro.
Et donc, moi, j'étais ce qu'on appelait un directeur d'agence pro-privé, où j'avais un portefeuille sur les deux relations. Honnêtement, j'ai pas eu l'impression d'avoir des difficultés particulières à manager l'équipe, même si c'est pas évident parce que tu l'as dit, Kenny, j'avais donc c'était 29 ans, ouais, 26, ça devait être 29 ans, et j'étais le plus jeune de l'agence, pour le coup. Donc déjà, il y a ce premier frein au début, on arrive et on se dit, suis-je légitime finalement? Je suis arrivé à gérer un conseiller pro qui était là depuis 10 ans, qui était en plus brillant. Aujourd'hui, ceux qui sont chez LCL, c'est celui qui décide des engagements de plus de 5 millions. Donc, quand vous avez des énormes dossiers, c'est lui qui signe. Et donc, du coup, on se pose beaucoup de questions sur sa légitimité. Après, pas de particulièrement de difficulté, mais par contre, une surprise dès le début, c'est qu'en fait, bon, l'ego, plus vous allez avancer, et plus l'ego va diminuer et l'humilité va augmenter, je pense. Et j'avais un peu d'ego, et je pensais bien travailler. Et donc, ma première mission, je m'étais dit, bon, bah, j'ai été en réussite sur le poste de conseiller pro. Bah, là, l'équipe que j'ai, bon, c'est pas fou, on n'est pas des résultats de fou, mais c'est pas grave. Je vais leur montrer comment moi je travaille, et puis ils vont travailler comme moi, et puis on va être en réussite. Et en fait, heureusement, rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, moi, je travaille d'une façon, les autres travaillent d'une autre et il n'y aura pas de changement. Donc après, l'idée, c'est de définir un cap et d'aller tous dans la même direction. Et ça, au début, c'est assez dur parce que vous avez tendance à avoir des résultats très rapides. Et en fait, finalement, il y a une sacrée grosse inertie, en fait. Donc c'est ça la principale difficulté que j'ai eue en jeune manager. D'accord. Et bon, je pense que chaque manager a son profil et le fait d'une manière différente, mais est-ce que pour vous, il y a des qualités qui sont quand même importantes à avoir pour être un bon manager que tout le monde, enfin, que tout manager devrait avoir? Ouais, et là, je vais enfoncer une porte ouverte et, parce que ça va vous parler. Moi, bon, il y en a une, hein, moi, il y a une qualité qui est énorme. Alors, on peut parler de l'empathie, etc., de la bienveillance, l'exigence, etc. Mais la première qualité à mes yeux, en tout cas, moi, c'est ce que je prône et ce que je prônais quand j'étais directeur de groupe à mes directeurs d'agence, en fait, c'est l'exemplarité. L'exemplarité, mais c'est un b.a.-ba. Et comme c'est triste de parfois arriver dans des agences où vous avez un directeur d'agence qui ne sait à peine regarder un prêt immobilier, qui fait plus qu'une validation informatique du dossier, qui n'est plus capable de lire un avis d'impôt sur le revenu et qui n'est pas en mesure de vous accompagner. Alors, on ne va pas leur tirer la balle, ils viennent c'est d'autres générations, ils ont été, puis ça fait des années que vous êtes directeur d'agence, à plus monter les dossiers, etc. Vous perdez de la compétence. Mais en tout cas, l'exemplarité, à mon avis, enfin, pour moi, c'est vraiment le maître mot. Si globalement les équipes comprennent que vous ne sachiez pas tout faire, les gens comprennent que vous n'êtes pas le meilleur et que parfois il faut aller chercher de l'information pour trouver une solution. Mais par contre, bah, quand vous êtes manager, il faut quand même savoir faire 90 à 90% des actes de vos conseillers. Moi, ça me paraît quand même un minimum. Et dans le passé, je pense que ça, c'est oublié. Je pense que ça revient quand même beaucoup aujourd'hui dans notre quotidien. Et pour moi, c'est une valeur clé. Très bien. Bah, je vais rapidement faire une Vous parenthèse. partagez ce point-là ou pas? Parce que vous avez chacun tous des expériences en alternance. Bah, moi, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut être exemplaire, puisque je pense que, par exemple, si un directeur d'agence arrive en retard ou comme vous dites, ne sait pas répondre aux demandes, nous, par exemple, en tant qu'alternant, quand notre binôme ou s'il y en a qui n'ont pas de binôme, on va voir des fois le directeur d'agence pour avoir des réponses à nos interrogations. S'il n'est pas en mesure de nous répondre, ça peut être compliqué, c'est vrai. Bon, bah, pour moi, en tout cas, c'est essentiel. Et tu le dis bien, Kenny, moi, ça me rendait fou quand j'étais directeur de groupe. Alors, moi, je faisais des visites surprises. Donc, j'allais le matin. Et moi, j'étais en agence à 7h30. Hein. J'ai beaucoup travaillé, je vous l'ai dit. Hein. Et quand j'étais conseiller pro, c'était plus 7h parce qu'on ne peut pas ouvrir les agences avant 7h chez LCL. Et vous ne pouvez pas les fermer après 22h. J'ai essayé toutes les clés. Donc, je peux vous dire que je connais bien. Et du coup, ça me rendait fou. Des fois, j'arrivais dans une agence, le directeur d'agence qui arrivait après son équipe, voire des fois après la levée du rideau. Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment pas sérieux. Je comprends. Je vais désormais faire une petite parenthèse, puisque il me semble que ce n'est pas la première fois que vous intervenez. Excuse-moi, Kenny, de t'interrompre. On n'a pas parlé de la transition parce que Camille a eu la chance d'avoir 2 postes de directeur. Donc le premier sur le mine de Rungis et le second sur l'agence de Villejuif, qui est quand même un gros bateau. Ah oui, Qui est pas le gros pareil, bateau pas de la la même DGA expérience. de Villejuif. Donc je pense que c'est important de revenir dessus. Et bah, du coup, sur l'expérience en tant que DA sur le plus gros bateau d'une DGA. Ok, je vais y revenir du coup. Tu fais bien, Farah, on n'y a pas pensé. Donc oui, donc j'ai fait l'agence de Rungis, donc directeur d'agence. J'ai fait ce métier-là pendant 2 ans et demi.
Au bout de 2 ans et demi, pour vous dire à peu près mon cheminement de réflexion, vous allez voir, hein, tous mes choix ont juste été guidés par mon entreprise. Donc du coup, au bout de 2 ans et demi, directeur d'agence de Rungis, ça me plaît beaucoup. Je voulais être directeur d'agence, en fait, pour valider juste la carte de management à la base, juste pour me dire, voilà, j'ai été manager. Et en fait, mon projet de professionnel, c'était ensuite de partir aux entreprises. Donc c'était mon souhait. Donc au bout de 2 ans et demi, je me pose des questions. Je commence à me dire, ah tiens, ça serait intéressant de commencer à pousser les portes et à dire ce que j'ai envie de faire. Et en fait, j'ai pas eu le temps. Parce qu'en fait, au bout de 2 ans et demi, j'ai un jour mon directeur de groupe qui me dit, bah tiens, t'es convoqué par le directeur régional. Ok, qu'est-ce qu'il va me dire? C'est pour un poste. Bon, on sait à peu près, sauf si on a fait une bêtise, mais pour le coup, il n'y en avait pas. Et donc, j'ai été reçu par mon directeur régional et qui m'a reçu et qui m'a dit, bah, Camille, et tu l'as très bien dit, Farah, à l'époque, c'était la plus grosse agence de la direction régionale de Val-de-Marne. On a cette agence-là, on a besoin de quelqu'un comme vous pour la prendre. Il y avait 14 collaborateurs, la marche était quand même ultra haute. J'avais une belle confiance de mes managers parce que de passer à 4 à 14, en général, on fait 4, 8, 10 et ensuite on va chercher des gros bateaux à 14. Et donc, du coup, bah, mon directeur de groupe d'agence croyait beaucoup en moi. Il avait poussé le dossier auprès de mon directeur régional. Et quand le directeur régional m'a proposé, bah, honnêtement, même si ce n'était pas dans mon parcours de carrière que j'avais choisi en premier lieu, ah, ben, j'étais obligé d'accepter. En plus, le challenge était beau, l'agence était sinistrée comme pas possible. Alors toi, Farah, tu as connu, ça allait un peu mieux. Mais pour vous dire, moi, j'ai été nommé 1er juillet. Au 1er août, on ouvrait l'agence, on devait être 14, on l'ouvrait à 4. Donc il y a eu un gros travail de recrutement et de récupérer des équipes. C'était une agence, il y a eu beaucoup de démissions. Enfin, quand j'ai dit oui, ils étaient 6, ils étaient plus que 6 sur 14. Il y a eu 2 démissions entre-temps. Donc quand je suis arrivé, on était plus que 4 en fait. Et donc du coup, ça a été un travail qui a été super parce que du coup, on a pu tous se mettre dans la dynamique, tous voir le même objectif commun. Et en fait, cette agence-là, la belle surprise que j'ai eue, c'est que très rapidement, ça a marché. Vous connaissez les trophées, du coup, ceux qui sont chez LCL. Donc j'ai été nommé en juillet. Alors à l'époque, ça marchait je sais plus comment ça marche maintenant aujourd'hui chez LCL, mais aujourd'hui, ça marchait au trimestre. Bah, les trophées de septembre, octobre, novembre, décembre, au quadrimestre, pardon, bah, on les avait gagnés avec une équipe ultra jeune. Donc du coup, ça a été vraiment une expérience incroyable. Ce qui a été incroyable également, et ne fermez pas la porte dans vos parcours, c'est que moi j'avais fait Charenton, Rungis. Rungis, il n'y a que des gens aisés, hein. Faut se dire les choses. Je ne savais pas ce que c'était que des gens qui avaient du Pôle emploi. Là, donc j'arrive à Villejuif. Villejuif, où le 5 du mois, vous avez des queues incroyables pour venir chercher un retrait. Vous avez toujours 2 personnes à l'accueil, mais ça absorbe pas le flux. Et en fait, je voulais vous dire, c'est que moi, ça a été une de mes plus belles expériences de management dans les quartiers un peu plus durs, on va dire ça comme ça. Parce qu'en fait, comme c'est dur, les équipes, elles n'ont pas le temps d'être individualistes. On est tous solidaires. Je me suis fait insulter, j'ai récupéré des mains qui allaient aller dans le visage de mon adjoint. Enfin, on a vécu des histoires tellement incroyables. Alors aujourd'hui, je vous le dis avec le sourire, sur le coup, on n'en rigolait pas trop. Mais en tout cas, ça nous a vraiment soudés. Et vous voyez, donc on se fait tous un groupe WhatsApp, comme tout le monde. Bah, dans chaque expérience, j'ai un groupe WhatsApp. Et le seul groupe WhatsApp qui continue à vivre aujourd'hui, et ce matin, ça a été la preuve, puisque c'était l'anniversaire d'une de mes anciennes collabs, et ben, c'est celui de Villejuif. Parce qu'en fait, on a tous créé quelque chose dans cette agence-là. Et franchement, on a pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Voilà. Donc, faut pas rechigner sur les quartiers qui sont un peu moins sexy à premier abord. On y passe vraiment des belles expériences. Et j'ai une autre question par rapport à votre management justement en agence. On a plusieurs exemples d'agences où ça fonctionne pas très bien, que ce soit au niveau du management ou des équipes, qu'il n'y a pas forcément cette cohésion. Qu'est-ce qui a fait qu'à Villejuif, ça a pu prendre? Est-ce que vous aviez une technique de management? Comment vous avez réussi à entraîner les équipes en fait dans cette direction et que ça ne se plante pas à nouveau? Ben, en fait, je reviens un peu sur l'exemplarité, parce qu'en fait, l'avantage qu'on a, c'est quand on est exemplaire, qu'on est dans le travail, qu'on donne tout, on a quelque chose qu'on peut mettre en place, c'est ensuite de la bienveillance et de l'exigence. Et alors, au début, ça a été compliqué avec les quelques anciens qui restaient. Par exemple, moi, le matin, les retards, je ne supportais pas. Euh, Parce que ça ne me dérangeait pas sur une agence de 4, mais sur une agence de 14, les gens commencent à parler. Ah, ben lui, il est toujours en retard, etc. Par exemple, le matin, moi, j'arrivais, j'étais très exigeant parce que la personne, si elle n'était pas à 8h, ils avaient un créneau, normalement, on commençait à 8h45. S'ils n'étaient pas là à 8h50, ils avaient beau sonner, je ne les faisais pas rentrer. Ils restaient dehors. Ils attendaient l'ouverture publique. Pour vraiment respecter l'équité auprès de tous. Donc ça, je pense que ça a été quelque chose d'important, que tout le monde voit, qui sont tous traités de la même façon.
Et après, en fait, simplement, on a réussi à avoir le projet commun parce qu'on avait tous ce projet de rebâtir Vitejuif. Nous, notre projet qu'on avait tous, on disait toujours Vitejuif, c'est l'enfer. Tout le monde disait le Vitejuif, c'est l'enfer. Et notre projet, c'était que tout le monde veuille venir sur Vitejuif. Et c'était vraiment ça, le projet commun. Et après, pas vraiment de technique, honnêtement, parce qu'en plus, on n'a pas forcément de formation pour être manager aujourd'hui chez LCL, en tout cas. Et donc, du coup, l'idée, c'est plutôt beaucoup de bienveillance, être dans l'écoute, empathie, un traitement assez équitable envers tous. Alors, on sait que tout le monde n'a pas les mêmes difficultés, mais après aussi savoir exiger parce que vous êtes exigeant envers vous-même. Quand les collaborateurs ont un souci, vous êtes là pour eux. Et donc, du coup, bah, il y a cette réciprocité qui doit se faire. Un exemple, par exemple, tous les ans, moi, mes collaborateurs, ils savaient qu'ils avaient un joker. Ça veut dire qu'ils avaient un dossier qu'ils avaient complètement foiré, ils avaient fait n'importe quoi, hein. Quand je dis n'importe quoi, ça veut dire que le client, il signe demain, on lui a dit que tout était bon, les offres ne sont pas éditées, on n'a même pas monté le dossier. Donc là, on sait qu'on peut se faire pourrir, etc. Bah, tous les ans, ils avaient un dossier joker. Quand ils voyaient que ça commençait à être trop compliqué pour eux, ils savaient qu'ils pouvaient m'appeler. Et puis je leur disais, bah voilà, maintenant, passe-moi ton dossier, je te le réprimanderai pas. Va faire ton travail, va faire autre chose. Maintenant, c'est moi qui gère la relation jusqu'à la fin. Et puis, je te le donnerai à la fin quand ce sera plus dans la merde. Quand on sera plus dans la merde. Et donc, du coup, voilà, c'est du donnant-donnant tout le temps, en fait. D'accord. Alors, on va faire une petite parenthèse du coup en parlant de vos autres expériences en tant qu'intervenant dans des écoles. Vous êtes déjà intervenu du coup auparavant. Comment est-ce arrivé? Enfin, comment on vous a proposé d'intervenir du coup dans une école la première fois? Est-ce que c'était comme nous lors d'une conférence? Alors, ouais, en fait, donc moi, j'ai fait le CFPB qui est devenu le SB Bank en alternance. D'accord? Et donc, en fait, quand j'étais directeur d'agence sur le mine, quand je crois que c'était ma deuxième année, j'ai récupéré une alternante qui venait de cette école-là. Aussi simplement que ça. Et donc, cette alternante, ben voilà, vous êtes tuteur. Donc, une grande responsabilité quand vous venez de l'alternance et que vous savez que vous, ça a marché parce que vous avez eu un super tuteur. Donc, vous faites en sorte d'être un super tuteur et donc vous l'accompagnez, vous allez aux événements, vous allez au CFPB. Enfin, voilà, on faisait le suivi avec cette jeune fille. Et en fait, moi, je me suis toujours dit que ça pourrait être quelque chose d'intéressant parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé les interventions externes lors de ma formation et j'ai beaucoup aimé les gens qui venaient du terrain et pas de la théorie, même s'il faut les deux pour avancer. Donc je m'étais dit, bon, bah, ça pourrait être une expérience assez enrichissante pour moi, que ça soit au niveau intellectuel, parce que des fois, il faut savoir se remettre en question et faire des révisions sur des sujets que vous maîtrisez peut-être un peu moins parce que vous pratiquez moins. Et puis parce que vous avez envie de transmettre aussi. Ce qu'on m'avait transmis, j'avais vraiment envie de le transmettre. Et donc du coup, lors d'un oral de ma collaboratrice, j'ai simplement demandé en fait sur place comment on pouvait faire pour être un intervenant. Et donc à partir de ce moment-là, on m'a expliqué le process et j'ai postulé. Et l'année d'après, j'étais ici, au CFPB, en train de donner des cours. Et ça a été une expérience top. Aujourd'hui, je regrette, je le fais un petit peu moins parce que le temps m'est vraiment beaucoup plus compté, on va dire. Et puis à l'époque, j'avais la capacité, le travail, n'oubliez pas le travail. Donc je travaillais le mardi, samedi, mais j'avais la capacité d'aller donner des cours le lundi aussi. Donc du coup, j'avais beaucoup plus de disponibilité. Et en tout cas, c'est une belle expérience parce que ça permet de voir vraiment les attendus des alternants. J'y étais il n'y a pas très longtemps. Et vous aussi, et c'est ce que je vous disais en préambule, c'est essayer de faire le moins de langue de bois possible parce qu'on peut se faire du politiquement correct, on peut aussi se dire les choses. L'avantage qu'il y a quand on est intervenant et qu'on a des alternants, c'est que des fois, on peut dire des choses de manière un peu plus directive pour vraiment essayer de faire réfléchir la personne sur pourquoi ça ne va pas. Et ça, je trouve ça assez intéressant comme boulot à faire au quotidien. Et donc, j'y reviendrai. D'accord. C'est une réponse assez complète. Euh, Vous en avez parlé auparavant, vous avez donc ensuite dirigé un groupe d'agences. Donc déjà, comment vous êtes passé du coup de directeur d'agence à directeur de groupe d'agence? Là, alors pour le coup, c'est moi qui ai un peu bousculé les choses. En fait, j'étais directeur d'agence, ça se passait bien, mais pour autant, je voulais pas rester trop longtemps sur mon agence. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, on créait les pôles professionnels chez LCL. Et donc, du coup, en un mois, je perdais une assistante de conseiller pro et mon adjoint était remis en question. Et donc, je savais très bien que sur mon parcours, en fait, il y a des catégories d'agences, parce que je comptais faire ma carrière chez LCL. En fait, il faut faire en général une catégorie A, B, C.
Et donc, du coup, j'avais fait A, j'avais eu la chance de sauter la B pour aller sur la C. Et je m'étais dit, ah non, ça fait 2 ans que je suis sur la C, je ne vais pas retourner sur une B parce que mon opportunité après, ce sera peut-être qu'une C. Et donc, du coup, j'avais voulu pousser le sujet par rapport à ce point-là. Et puis, il y avait un deuxième sujet aussi qui m'avait beaucoup affecté à l'époque chez LCL. C'est que simplement, en fait, je voulais passer le CESB Management, qui est un diplôme que LCL vous propose. Alors, c'est pas vous qui le demandez, il faut qu'on vienne vous chercher. Et il faut avoir moins de 35 ans pour le passer, qui est un diplôme de l'ESSEC. Voilà, bon, on s'en moque de l'école, tout ça, mais c'était un diplôme assez enrichissant au niveau du management. Et en fait, cette année-là, où je suis passé des directeurs de groupe d'agence, où je commençais déjà à réfléchir sur la suite, à essayer de pousser un peu. Donc, du coup, LCL m'avait proposé de faire ce qu'on appelle un assessment. Donc, c'est un assessment qui est fait au niveau national. Donc, au niveau national, on était 5 à le passer. Et donc, sur les 5, il y avait 3 élus. Je fais l'assessment, du coup, ça se passe pas bien pour moi puisque je suis pas retenu. Et donc, du coup, ça a été quand même un échec assez dur, on va pas se le mentir. Et je voyais pas forcément l'intérêt de continuer chez LCL à ce moment-là. Parce que je me disais, moi, c'était quelque chose que j'avais vraiment. Là, je vous ai fait mon parcours, mais moi, dès que je suis rentré chez LCL, je voulais le CESB. Ça a vraiment été quelque chose que j'avais mis sur un piédestal, alors qu'il n'y a absolument pas lieu. Mais en tout cas, je l'avais tellement mis sur un piédestal que je le voulais. Et donc, du coup, la déception de ne pas l'avoir a été assez dure. Et donc, du coup, LCL a fait très bien les choses. Vous êtes accompagné, vous êtes reçu par le RH France. À l'époque, c'était Thierry Boissier, qui est maintenant directeur France des talents du Crédit Agricole. Enfin bref, il avait un gros poste. Vous êtes reçu par tout le monde pour vous dire, bah voilà, c'est pas un succès, c'est pas un échec, il faut rebondir, etc. Puis vous vous dites, ouais, ouais, ok, ok. Et donc, du coup, c'est eux qui sont venus à moi en fait en me proposant directement une direction de groupe d'agence parce que il y avait cet échec. Je pense qu'ils avaient clairement peur de me perdre. Il faut se dire les choses, hein. Ils avaient peur de me perdre. Ils voyaient bien que le mood n'était pas pareil. Il y avait ce changement de catégorie d'agence. Et puis, il y avait Camille qui commençait à se poser des questions, du coup, puisque j'avais postulé, par exemple, je m'étais posé la question si je ne retournerais pas aux entreprises, ce que je voulais faire depuis le début, en me disant, bah, tiens, ça serait peut-être l'occasion d'y aller à ce moment-là. Donc, du coup, j'ai été convoqué par alors, pour être directeur de groupe d'agents, je vous le dis parce que vous êtes pas mal de chez LCL. Donc, il faut être validé, bien évidemment, par votre directeur de groupe et par votre DGA, bien évidemment, pour votre DR. Et en fait, la personne qui valide tout ça, c'est votre directeur de réseau. Donc, c'était Michel Morel, moi, à l'époque, qui est toujours le directeur de réseau. Donc, qui m'a reçu pendant 1 heure, qui m'a fait un entretien assez dur. Il y en a, ça se passe mieux que moi. Moi, ça s'est pas bien passé. C'était un entretien vraiment, il a été en frontal très rapidement. Mais finalement, c'était pas mal parce que comme ces questions, je les attendais, j'avais préparé l'entretien. Pensez toujours à préparer vos entretiens aussi. C'est vrai que les clients, mais les rendez-vous RH, franchement, il faut vraiment les préparer. Et du coup, il m'a validé pour être directeur de groupe d'agence. Et puis après, vous faites des entretiens avec les directeurs régionaux qui ont des besoins. Donc moi, j'ai fait un entretien, c'était avec Stéphane Vauglebet sur la direction régionale Grenelle. Il m'a pris directement et donc je suis passé directeur de groupe d'agence sur Félix Faure. D'accord. Et donc, par la suite, on vous a confié un groupe de combien d'agences? Alors, c'était au début. Alors, j'ai eu la chance aussi de passer directeur d'agence à directeur de groupe d'agence parce que j'ai récupéré une petite direction de groupe, hein. D'accord. Même si ils le font quand même, hein. Ils savent faire directeur d'agence à directeur de groupe, mais c'est vrai que souvent on fait, ce que vous voyez, je pense, c'est souvent on fait directeur d'agence, coach ou expert, ça s'appelle coach maintenant, et ensuite on passe directeur de groupe. Donc moi j'ai eu la chance voilà, comme la catégorie B en agence, j'ai eu la chance de faire le saut parce que aussi c'était une petite direction de groupe, puisque je récupérais une direction de groupe d'agence avec 5 agences, 4 directeurs d'agence, donc il y en avait une en multisite, et en fait j'avais 28 collaborateurs. Donc, vous voyez, quand vous êtes à 14 collaborateurs, vous passez à 28. Franchement, ça se fait bien. D'accord. Et du coup, vous n'avez pas eu besoin d'accompagnement particulier puisque c'était beaucoup plus de responsabilité, je pense, le poste de DGA. Ouais. Alors, c'est plus de difficultés, mais c'est pas bien ce que je dis, mais c'est un peu moins dur que directeur d'agence. Parce que directeur d'agence, vous arrivez le matin, vous vous dites, je dois faire ça, ça, ça. La fameuse to-do list, hein, que vous lisez tous dans les livres de développement personnel, qui est importante. Vous faites, je fais ça, ça, ça. Le problème de directeur d'agence, c'est que vous vous faites attaquer toute la journée. Et en fait, à la fin de la journée, vous regardez votre liste, elle est toujours au même point. L'avantage d'un directeur de groupe d'agence, c'est que vous êtes moins sollicité, donc vous pouvez vous dire, je fais ça, ça, ça. Et en général, vous arrivez à y venir 70 à 80%. Donc du coup, pas de formation, parce que toujours pas de formation sur le management, mais en même temps, j'en avais vraiment pas besoin. Vraiment, je le vois vraiment pas comme une lacune. Tant en tant que directeur d'agence, ça aurait pu être assez pertinent de faire une formation. Et d'ailleurs, je crois que, je suis désolé pour ceux qui ne sont pas chez LCL, mais je crois que le groupe a remis en place une formation.
Mais tant en directeur d'agence, en directeur de groupe, il n'y a pas vraiment besoin. À l'époque, quand j'étais directeur d'agence, j'avais 14 collaborateurs, dont un adjoint. Là, j'avais 28 collaborateurs et finalement, dont 4 adjoints, puisque j'avais 4 directeurs d'agence. Donc finalement, je ne l'ai vraiment pas senti, pas le besoin, juste besoin d'être un peu accompagné sur les premiers comités de direction ou les comités des risques, etc. Vous avez de la terminologie que vous ne comprenez pas, les CDL, etc. Vous avez besoin vraiment de rentrer encore plus dans le cœur du sujet, alors qu'en directeur d'agence, c'est un peu vague, mais vraiment aucun besoin par contre pour être directeur de groupe d'agence. D'accord, très bien. Euh, En termes de management, est-ce que vous étiez en direct du coup avec les équipes ou vous preniez toujours la peine de passer par les directeurs d'agence à ce moment-là? Eh ben, c'est une bonne question parce que ça fait partie intégrante de mes axes de progrès, donc tu mets bien le doigt dessus. Non, je faisais pas partie des directeurs de groupe d'agence qui passaient par les directeurs d'agence. En fait, avec mes directeurs d'agence, on s'était mis d'accord très rapidement, compte tenu de la taille, que moi j'avais 4 directeurs d'agence qui ne savaient pas ce que c'était qu'un pro. Déjà, je leur avais dit, je récupère tous les pros. Voilà, un peu à l'ancienne, entre guillemets, puisqu'à l'époque, le directeur de groupe d'agence gérait ses pros. Donc, du coup, j'avais décidé de m'occuper des pros. Donc, les pros, bien évidemment, étaient dans les actes de tous les jours avec leur directeur d'agence, mais tout ce qui va être demande de crédit, ouverture de compte, tout ce qu'on valide, tout ce qu'on fait, et même des entretiens, je faisais avec mes pros, bah, c'était le directeur de groupe d'agence qui les faisait. Et après, sur tout le volet des conseillers part, accueil et prix, bon, bah là, l'idée, c'est qu'ils passent intégralement avec leur directeur d'agence, mais voilà, je faisais partie des gens, quand il y avait un problème, ils savaient qu'ils pouvaient me solliciter, et en général, que j'essayais de trouver une solution, même si, malheureusement, oui, j'ai clairement court-circuité certains directeurs d'agence, et ça, c'est des choses où, quand vous êtes manager, il faut apprendre et savoir déléguer, et savoir aussi voir que des fois, c'est pas très bien fait, mais qu'il faut montrer justement comment s'améliorer à la personne plutôt que faire. Et donc ça a été vraiment un sujet. Ils le vivaient bien, mes directeurs d'agence, parce que j'en en parlais souvent. Je faisais souvent un... Oh, j'ai plus le nom, en plus je l'ai fait il n'y a pas longtemps avec mon équipe. Une piñata. Je faisais souvent une piñata, donc c'était une réunion qu'on faisait tous les 6 mois où ils avaient le droit de me lyncher, pour vraiment que je puisse m'améliorer et qu'ils me disent tous mes axes d'amélioration et surtout pas mes qualités. Et c'était toujours quelque chose où j'avais toujours peur de prendre trop la main, mais eux, ils le vivaient bien. Alors j'avais que des garçons, donc les garçons, ils sont un peu moins studieux que les filles, donc je pense que c'est peut-être pour ça. Merci. Je fais un peu d'émago, mais bon. D'accord. Alors maintenant, on va arriver après votre expérience de DGA. Vous avez par la suite complètement non, mais changé un petit peu d'activité. Donc je voulais savoir, après ce parcours chez LCL qui est quand même très riche, comment vous avez été amené à vouloir saisir une autre opportunité. Je vais vous le dire, mais avant tout ça, je vais quand même vous parler de le plus dur quand vous êtes directeur de groupe et que vous aimez quand même vos équipes et que le bien-être sociétal est important pour vous. Et ça, pour vous dire qu'il faut quand même être toujours très studieux dans ce que vous faites et être très vigilant sur comment vous montez les dossiers, ne pas tomber dans monsieur signe pour madame, etc. Parce que j'ai quand même vécu pendant ces 3 ans de directeur de groupe, j'ai dû licencier 3 personnes et ça, c'est ultra dur à vivre. Donc, pour vos prochains directeurs de groupe, ne le faites pas. Surtout quand vous avez des directeurs qui sont proches de leurs conseillers pro. Bon, moi, pour le coup, c'était. Bon, j'avais mis à terme des fins de période d'essai, mais ça c'est pas grave. Mais quand vous avez des gens avec lesquels vous avez passé des affinités, vraiment, c'est des gens sur qui vous comptez, et puis finalement, bah, ils font n'importe quoi, ça, c'est des moments qui sont très durs. Et vous avez beau être directeur de groupe, ça, c'est des moments. Vous voyez, quand vous parlez de formation, c'est peut-être à ces moments-là qu'il faut être accompagné davantage. Parce que le premier, quand vous mettez une mise à pied, que la personne elle a 10 minutes pour faire son sac et que vous vérifiez que dans ce sac, il n'y a rien qui appartient au LCL et vous dites de partir, ouah, pas facile. Et donc, du coup, après ces bons moments vécus en tant que directeur de groupe d'agence, parce que l'expérience était top, mis à part ça. Alors moi, je voulais rester chez LCL. J'avais eu la chance en plus de passer directeur de groupe et sur des établissements type LCL. Être directeur de groupe, ça veut dire qu'on vous ouvre beaucoup de portes. Là, vous avez pris la porte principale et vous avez ouvert la porte la plus dure. Et franchement, normalement, on vous ouvre un peu tout. Et c'est ce qui m'était promis. Puisque la suite n'était pas de refaire une nouvelle direction de groupe d'agence. En plus, j'avais eu la chance, entre guillemets, vous savez, il y a différentes tailles de direction de groupe d'agence, comme les agences. Moi, j'avais grossi, alors aussi physiquement, mais aussi dans les effectifs. Mais en tout cas, j'avais grossi, et donc du coup, j'étais à 48 collaborateurs à la fin, puisqu'on avait refusionné, divisé des agences, etc.
Donc du coup, moi la suite chez LCL, ça devait être plutôt aller en état-major et puis après, pourquoi pas aller faire le parcours directeur qui est fait par le Crédit Agricole pour ensuite briguer un poste de directeur régional. On s'était fixé un objectif, directeur régional, 44 ans, ça serait bien. Voilà. J'avais 35 parce que il faut quand même valider beaucoup de choses, hein. On ne devient pas directeur régional. Là, on peut pas faire des sauts, hein. Là, il y a des parcours, hein. Là, ils font pas là, ils prennent pas de paris, hein. En tout cas, moi. Et donc, du coup, en fait, donc, j'étais bien chez LCL. Un jour, un ami qui est intervenant au CFPB, également à l'IGS, m'a contacté sur LinkedIn, un intervenant, du coup, et il m'a dit, bah, tiens, est-ce que tu es à l'écoute du marché? Et donc, cet ami était chez Swiss Life depuis un an. Et donc, je lui ai dit, bah, écoute, ouais, je suis à l'écoute du marché. Oui, j'ai toujours été à l'écoute du marché, même pendant toute ma carrière. J'allais faire des entretiens d'embauche de temps en temps le lundi pour voir ce que je valais, pour m'entraîner également. Et donc, du coup, je lui ai dit, oui, je peux être à l'écoute du marché, mais tu sais, je suis très bien chez LCL. Je veux bien venir voir la lumière, comment elle est, mais tu me feras pas partir. Donc moi, faire les entretiens, pourquoi pas, parce que j'ai pris l'habitude d'en faire et ça m'intéresse de voir comment c'est chez toi. Mais il faut pas que ça te porte préjudice à toi si je vais pas au bout. Il m'a dit non, non, t'inquiète pas, on fait les entretiens et puis tu vois. Et puis bah, finalement, vous rentrez dans un parcours d'entretien assez long, parce que pour le coup, Swiss Life, c'est pas des entretiens express comme chez LCL, puisque j'ai passé en tout 7 entretiens. Donc c'est un process assez long. Vous rencontrez à la fin le directeur commercial France, l'équivalent de Laurent Fromageau, pour ceux qui sont chez LCL. Et du coup, en fait, plus vous avancez et plus en fait, bah, ils vous donnent envie de bosser avec eux. Et donc, du coup, les motivations de quitter le groupe, en fait, il y en a trois. La première, je mentirais si je vous dirais que c'est pas l'argent, puisque j'ai pu avoir une augmentation, globalement, j'ai pu prendre un SMIC brut en plus par an. Donc, j'ai toujours refusé de quitter c'est 19 200 euros, Kenny, le SMIC aujourd'hui en France. Je t'ai vu regarder vers le haut. Donc du coup, quitter la banque, moi j'avais toujours eu des propositions avec des gaps de 5-10K. 5-10K, je trouve que ça vaut vraiment pas le coup. Je vous le dis entre nous, ça vaut pas le coup, vous allez devoir recommencer à zéro. Si vous êtes vu et visible, aucun intérêt. Si vous n'êtes pas vu et visible, foncez, partez. Mais en tout cas, voilà, là on me proposait une belle augmentation. J'ai rencontré des gens avec qui j'ai envie de bosser. C'est aussi simple que ça. Mon directeur régional adjoint, ma directrice régionale. Et puis après, le dernier point qui était ô combien important pour moi, c'est que en fait, moi je suis arrivé en banque en 2010. Où en fait la banque, aujourd'hui, elle a du potentiel, hein, je ne le dénigre pas, et vous voyez, elle recrute énormément. Mais globalement, le secteur bancaire, aujourd'hui, on le pilote plus en regardant les charges, plutôt que de regarder le chiffre d'affaires. Parce que concurrence forte, parce que tout le monde est multibancarisé, parce qu'il y a moins de croissance, il y a moins de démographie, enfin voilà, parce qu'il y a plein d'enjeux, parce qu'il y avait les taux bas. Alors peut-être que du coup, grâce à l'augmentation des taux directeurs, vous allez commencer à pouvoir refaire de la marge. Mais en tout cas, ça me plaisait d'intégrer une entreprise qui était en croissance. Parce que j'ai intégré une entreprise qui en 2005 faisait 1 milliard de chiffre d'affaires et en 1 milliard de chiffre d'affaires, oui, et en 2020 qui fait 15 milliards de chiffre d'affaires. Ouais, je suis rentré vraiment dans une boîte qui était vraiment en croissance. 7 milliards, pardon. Je dis n'importe quoi, je multiplie par deux, je suis déjà dans le prochain projet. Donc du coup, je rentrais dans une entreprise en croissance et du coup, ça me plaisait énormément. Et puis j'étais rassuré par l'intervenant qui m'a coopté. Si j'avais pas été coopté, j'y serais pas allé, hein, on va pas se mentir, hein. Il m'a beaucoup rassuré. D'accord. Alors, avant de parler davantage de cette prise de poste, je voulais savoir si du coup vous aviez rencontré des difficultés au niveau de cette transition, puisque c'était quand même un changement Ouais, il y en a. Ouais, d'activité. ouais, ouais, en fait, ce qui est assez drôle, c'est quand vous êtes en banque, vous êtes banquier et assureur. Oui, Quand on est assureur, on ne dit pas on est assureur et banquier, déjà. Mais en fait, vous êtes banquier et assureur, mais en fait, pas du tout. Et en fait, c'est un peu comme ceux qui sont déjà allés à Québec. Vous partez à Québec, vous arrivez, vous rencontrez des gens dans des bars, voilà, qui parlent français. Et vous vous dites, ouais, super, ce mec-là, il est comme moi, en fait. Mais en fait, non. Il parle juste français, mais en fond de lui, quand il vous parle de ses convictions, c'est un gros américain. Et du coup, ça, c'est vraiment très marquant. Parce que vous dites, en fait, finalement, on est cousins, on nous l'a toujours dit. En plus, dans la banque, on nous le dit tout le temps. Et en fait, non. Autre métier, autre mentalité. Autre mentalité que j'avais identifiée avant d'y aller. Et en fait, l'identité des assureurs, j'avais un peu peur, honnêtement. J'avais peur que ça soit un peu entre le banquier et l'agent immobilier. Vous voyez, un peu la vente agressive, etc. Et finalement, j'ai eu que des belles surprises. d'accord. Et du coup, sur ce nouveau poste, quelles étaient vos missions? Qu'est-ce que... bah,
Qu'est-ce que je fais au quotidien à part faire des Teams? Je fais pas mal de choses. Donc du coup, en fait, j'ai aussi, sachez-le, donc du coup, j'étais N+2 chez LCL, j'ai accepté de repasser N+1 pour changer de secteur. Et ça, c'est vraiment sans regret, parce qu'en fait, il y a eu cette réflexion également, c'est de me dire, au début, c'est pas évident, hein, comme vous êtes N+2, c'est plus confort, hein. Mais en fait, après, c'est juste vous dire, est-ce que moi, j'ai encore l'appétence d'aller voir des clients? C'est uniquement ça. Est-ce que j'ai encore cette envie de rencontrer des clients, de gérer des problèmes, de trouver des solutions? Et en fait, moi, cette envie, je l'avais encore à 35 ans, directeur de groupe sortant. Bon, ben voilà, les clients, ils me font pas encore peur, heureusement. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de passer de N+2 à N+1, et puis parce que j'avais pas le choix aussi par rapport à ce qu'on me proposait. Donc aujourd'hui, les missions, j'en ai trois en fait au quotidien. La première, ça va être de recruter. Je suis vraiment un recruteur. C'est vraiment important. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais pas assez anticipé et calibré. C'est-à-dire que moi, je recrute trois typologies de personnes. Je recrute des conseillers commerciaux, des agents généraux, donc ceux qui ont des boutiques Swiss Life, et je recrute également des agents généraux spécialisés en assurance de personnes. Et eux, c'est vraiment nos spécialistes en gestion de patrimoine. C'est des profils qui ont fait au moins 8 ans chez Generali, Allianz en gestion de patte, ou alors ça peut être des banquiers privés. Donc moi, c'est les trois typologies de personnes que je recrute. La deuxième mission, bah, ça va être simplement de former et d'accompagner ces gens-là. Donc quand je dis former, c'est surtout former les conseillers commerciaux, parce que des fois, c'est des gens qui ne viennent pas de la banque ou qui ne viennent pas de l'assurance. C'est même souvent le cas. Donc il faut prendre le temps de les former, même s'ils ont un parcours de formation sur 6 semaines et ensuite un parcours de formation continue, parce que du coup, il y a pas mal de formations. En tout cas, au quotidien, je dois continuer à les former et les accompagner, et puis accompagner davantage tout ce qui va être les agents, parce que les agents, en général, ont la technique, ont tout ça. Et puis, bah, la dernière mission, c'est de piloter et d'animer tout ce beau monde. D'accord. Et est-ce que vous auriez du coup des conseils à nous donner par rapport au choix de carrière qu'on devrait faire par la suite ou que vous trouveriez bien après notre master? Moi, j'aime les deux secteurs. Bah, franchement, faites de la banque. Faites de la banque au début, c'est super intéressant. Après, le problème, c'est que retourner dans les assurances, après, c'est un peu délicat. Parce que c'est pas le même métier. Non, moi aujourd'hui, je regrette nullement mon parcours. Si vous pouvez avoir un parcours comme le mien, je pense que c'est assez chouette. Et même si vous restez ensuite en banque, ça peut être vraiment chouette parce que la banque a cet avantage également par rapport aux assureurs, c'est que du coup, vous allez pouvoir faire plein de métiers. Quand vous travaillez, alors, toujours pareil, je m'excuse pour ceux qui ne sont pas chez LCL, mais quand vous travaillez chez LCL, qui appartient au groupe Crédit Agricole, qui est juste le premier employeur de France, qui a des filiales comme comme Sofinco, Amundi, c'est énorme le groupe, ben, vous aurez des opportunités. Après, il ne faut pas se mentir, ces opportunités, elles ne s'ouvriront pas quand vous serez directeur d'agence, pas quand vous serez conseiller pro, pas quand vous serez directeur de groupe d'agence. C'est des opportunités qui peuvent s'ouvrir uniquement à partir du moment où vous avez quand même commencé à être cadre dirigeant de la boîte. Et tout le monde n'est pas cadre dirigeant de la boîte. Voilà. Donc moi, je trouve ça assez intéressant d'évoluer dans le milieu bancaire parce que le milieu bancaire, il va vous permettre vraiment d'aller avoir cherché une multitude de postes et d'évoluer de manière assez sereine et progressive, même si faut vite se poser les questions si vous n'allez pas assez vite. Voilà. Le milieu des assurances, après, pourquoi pas, le milieu des assurances, il va plus s'ouvrir à quelqu'un qui a envie de créer sa boîte, en fait. Voilà. Agent général, aujourd'hui, c'est un métier qui est incroyable, qui est vraiment incroyable. Et moi, dans mon projet, aujourd'hui, c'est faire encore quelques années chez Swiss Life, si je peux évoluer, tant mieux. Mais à terme, pourquoi pas reprendre une agence? Parce que vous êtes agent général, c'est l'équivalent de directeur d'agence, en fait. Voilà. Vous gérez beaucoup moins de personnel. Les plus gros, ils gèrent 4-5 personnes, mais souvent, ils sont seuls, voire à deux. Et ensuite, vous êtes vraiment indépendant. Il n'y a plus personne qui vous dit le matin, tiens, il me faut tant de produits, là, il me faut tant de rendez-vous, tout ça, tout ça, tout ça. Vous êtes vraiment autonome, indépendant, vous faites votre business et en plus, vous gagnez excessivement bien votre vie. Donc voilà, ça va dépendre de ce qu'on a envie. Soit on a envie d'avoir une carrière évolutive, là, la banque s'y prête bien. Soit à terme, on a envie plutôt d'être indépendant. Les assurances peuvent être intéressantes. Et même de l'assurance, vous avez capacité à faire carrière. Après, je pense que pour les assurances, pour faire carrière, il faut plutôt faire une expérience et aller se revendre à l'extérieur. Parce que pour vous dire, là, je suis pas mal chassé. C'est un milieu qui est très tendu, hein. Donc, on est beaucoup chassé sur des postes en plus un peu plus haut dans la strate managériale. Donc voilà, les deux peuvent être bons, mais moi, la banque, sans regret, foncez-y, faites votre expérience, et puis après, vous verrez si vous prenez du plaisir ou pas, et si l'entreprise vous accompagne. D'accord. Je vais juste J'ai une question. Oui, vas-y, Maurice.
Une question, mais du coup, comme vous allez travailler dans la banque et que là, vous êtes dans le secteur de l'assurance, en termes de rémunération, c'est plus intéressant où, selon vous? Alors, ça va dépendre du poste que vous allez avoir. Donc, moi, aujourd'hui, sur mon poste, le package global, on est entre 70 et 90. C'est un salaire de directeur régional, hein, en banque, hein. Ça ayez-le, hein, parce que tout le monde, quand on est conseiller, on pense que son directeur d'agence gagne 3 fois son salaire, que son directeur de groupe d'agence gagne 4 fois son salaire. C'est faux. Donc, ayez-le bien en tête. Donc, du coup, moi, quand j'étais chez LCL, mon package global, ma dernière année, c'était 57, 50 fixes plus 7 de variables. Là, aujourd'hui, j'ai un package qui est plus gros, mais par contre, j'ai diminué mon fixe. Parce qu'en fait, on est vraiment au mérite dans les assurances. Donc, si vous voulez gagner vraiment de l'argent, c'est les assurances. Il n'y a pas de question. Par contre, il faut accepter dans les assurances, c'est que vous avez un fixe beaucoup plus faible. Parce qu'en fait, vous avez un variable qui est déplafonné et qui est lié à votre performance. Alors, je vais vous mettre des étoiles dans les yeux, mais voilà, prenez vraiment beaucoup de recul par rapport à ce que je vous dis. Par exemple, nous, notre réseau salarié aujourd'hui, enfin, il y a des gens qui gagnent plus de 200 000 euros à l'année, hein. Des conseillers, donc des gens qui gagnent, moi dans mon équipe, j'ai un conseiller qui gagne plus que moi. Et je suis ravi pour lui. Voilà, c'est en fait, c'est vraiment si vous mettez le travail si vous voulez être payé de manière déplafonnée liée à votre performance, l'assurance payera plus. Par contre, c'est un métier quand même beaucoup plus dur. Vraiment, par rapport au banquier, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus dur. Mais par contre, financièrement, c'est un peu plus intéressant. Mais vous aurez un peu moins de carrière. Voilà, je pense. Du coup, je vais profiter de ce que vous venez de dire pour rebondir un petit peu. Vous avez été pendant un moment enfin, un long moment de votre carrière sur le marché des pros. Est-ce que ça a été difficile de repasser sur des produits d'assurance qui n'étaient pas forcément la même gamme de produits que celle qu'on propose aux pros et fait ce qu'il a fallu réapprendre des produits ou... Ouais. Non, il a fallu bosser et là, je continue à bosser. Après, je suis parti chez les assureurs, mais pour être honnête avec vous, je ne serais pas parti chez beaucoup d'assureurs, hein. Aujourd'hui, il y a peut-être 2 compagnies chez qui j'étais capable de partir. Et puis, bah, je suis parti chez la compagnie Swiss Life. Alors, nous, pour que vous le sachiez, hein, notre cœur de cible, artisans, commerçants, profession libérale, petites entreprises. Donc, en fait, tous mes conseillers savent ce que c'est qu'une SCRL, une SCS, les charges sociales liées au salaire. Ils ont des compétences plus développées qu'un conseiller bancaire à ce niveau-là. Ils ont moins de compétences sur la lecture d'un bilan, les fonds propres, etc. Ils n'ont pas de compétences. On leur apprend juste à aller chercher des comptes courants d'associés pour aller chercher des opportunités business, des disponibilités, ce genre de choses. On leur apprend quand même à lire un bilan. Et donc, du coup, j'ai dû bosser, mais pas tant que ça. Et en fait, ça a été super vertueux parce que ben, en banque, j'ai appris un peu tout le côté compte de résultat du comptable. Et là, j'apprends tout le volet social de l'entreprise. Et franchement, c'est ultra intéressant. Et comme nous, on n'est que sur ça, bah, franchement, c'est terrible. Et vraiment, c'est même frustrant quand vous commencez à vous cultiver et à apprendre. Vous voyez, les différents assimilés salariés, mandataires sociaux, les différents statuts chefs d'entreprise, c'est quand même frustrant. Moi, ça me frustre de l'avoir appris que l'année dernière. Franchement, vu tous les dossiers que j'ai pu monter, passer et autres, je me dis que c'est quand même un peu frustrant. Donc, du coup, ça vient bien en complémentarité avec ce que je faisais avant. Et aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup avec les comptables. Quand on fait des rendez-vous avec des comptables, ben, on est à l'aise, il n'y a pas de sujet. Et franchement, dans 3 rendez-vous sur 4, c'est nous qui le formons. Donc, du coup, c'est vraiment ultra intéressant. D'accord. Je pense avoir fait le tour de l'ensemble des questions. Je ne sais pas si Farah, tu avais des choses à ajouter. Non, pour moi, je n'ai pas d'autres questions. Je vais laisser du coup reprendre Madame Lax. Je pense Et qu'elle veut merci pour vos intervenir. réponses. Avec plaisir. Merci Camille. Oui, ben merci beaucoup Camille. Alors moi j'ai vu, c'est dommage parce que c'est les limites de team, c'est que du coup vous ne voyez pas les visages des 20 étudiants là qui sont à l'affût de vos propos. Ben, là, j'ai vu des étoiles dans les yeux de Maureen. Quand vous avez parlé rémunération, là c'est vrai que vous les avez fait pétiller un petit peu. Mais en même temps, j'entends, hein, voilà, il faut aussi remettre ça dans son contexte. Mais en tout cas, quelle carrière et quelle évolution de carrière. Et c'est vrai que le thème de la conférence, c'était la fonction de chargé d'affaires professionnelles, hein, de conseiller professionnel, peut-elle être un tremplin pour l'avenir? Je pense que clairement, la réponse est oui, Camille. Ah bah là, mais c'est sans nul doute, dans les 2 domaines d'ailleurs que je connais, banque ou assurance, puisque banquier, clairement, c'est le tremplin pour aller direct ensuite sur un poste de management, ce qui est un peu plus dur quand on est conseiller privé, ou alors on y arrive, mais après on va être plus en difficulté pour aller prendre un poste de directeur de groupe. Donc sans doute, enfin vraiment nul doute sur le métier de la banque. Sur l'assurance, à 300% également, parce que les compagnies d'assurance font leur différence sur ce marché-là. C'est vraiment sur ce marché-là qu'on est principalement exposé. Et puis au-delà de ça, demain, vous allez créer une structure, vous allez vouloir vous lancer en indépendance et autres. Mais quel vernis que vous avez pris.
Parce qu'on le voit aujourd'hui, vous le voyez, vos conseillers, vos clients, ceux qui sont en difficulté, souvent, ce n'est pas forcément un manque de compétences. C'est souvent un problème de gestion, de gestion de la marge, voilà, de savoir à combien il faut que j'achète et à combien il faut que je revende. Et ça, mais ça vous nourrit énormément. Et franchement, même au-delà des métiers banque, assurance, c'est un métier qui est terrible. Et prenez le temps de le faire, soyez pas trop pressés. 3 ans, ça me paraît vraiment un minimum, hein, vraiment. Moi, si j'avais su, je le dis toujours, j'aurais fait un an ou deux de plus en pro. Ah, alors moi, j'ai noté quand même gros niveau d'exigence envers les autres, mais envers soi-même aussi. Hein, vous avez beaucoup prononcé le mot exemplarité, exemplarité. Ça, je pense que c'est important aussi de l'entendre. Puis j'ai quand même noté que le directeur de groupe a été quand même plus cool que le directeur d'agence. Ah, ça dépendait, mais non, mais il y en avait, oui, il y en avait, oui, il y en avait, oui. C'était toujours un peu délicat, oui, oui. J'en avais une notamment, c'était un peu délicat. Elle vous voyait ses collaborateurs et moi j'arrive, on me voit pas, on me tutoie. Donc ça, c'était un peu bizarre. Je l'ai un peu révolutionné, mais ouais, non, non, j'étais bienveillant. En tout cas, merci beaucoup Camille pour cet éclairage. On va laisser place aux questions. Je vais arrêter l'enregistrement. Alors, il y a une chose qu'on peut faire aussi par Teams, c'est est-ce que tous les participants peuvent ouvrir leur micro et applaudir votre intervenant avant de clôturer la conférence? Tant pis pour le Larsen, on y va. 1, 2, 3, pardon. Merci beaucoup. Ah bah, merci. Si spontané, merci beaucoup.